Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, évidemment. Moi, je vais vous présenter en fait aujourd'hui deux documents, deux travaux sur lesquels l'ANSES a travaillé. Je vais pas rentrer dans trop de détails. C'est plutôt une forme de teasing que je fais pour vous donner, pour vous sensibiliser à l'existence de ces travaux et surtout vous encourager à aller vous en servir parce que je pense que ce sont deux documents qui font un état des lieux de plein de choses différentes qui concernent les pompiers. Et il y a une grande masse d'informations qui peut être utile. Et donc, ce serait complètement illusoire d'avoir envie de les présenter ici dans un format relativement court sur 10 minutes. Je vais commencer par le, voilà, pardon. Je vais commencer par le premier qui commence à dater un petit peu puisqu'il date de 2019. C'est un rapport qui nous avait été demandé, alors justement suite au groupe de travail qui s'était monté à la CNRACL sur les fumées toxiques qui exposaient les pompiers. Et le ministère de la Santé et la DGS-CGC là nous ont saisis pour réaliser une évaluation des sanitaires qui était liée aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers et les autres professionnels qui interviennent sur les sites en vue de proposer donc des recommandations pour une approche préventive globale en considérant les expositions aux fumées, mais aussi les autres expositions professionnelles telles que le stress et les horaires de travail. Ça, c'était la commande initiale. Nous, on avait indiqué déjà au ministère que c'était compliqué de faire une évaluation des risques sanitaires ne serait-ce que qualitative et encore moins quantitative aujourd'hui avec les moyens qui sont les nôtres en termes méthodologiques et de connaissances scientifiques dans une approche de polyexposition. Et donc, ce qu'on leur a proposé, c'est dans un premier temps, de répertorier les rapports institutionnels à la fois en France et à l'international sur la question des risques qui sont liés aux activités des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire une revue de la bibliographie, une consultation internationale on avait lancée à l'époque, une consultation des différentes bases de données qui existent sur la santé des sapeurs-pompiers, avec l'exploitation du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, et j'y reviendrai après, les rapports statistiques des SDIS, de la CNRACL, pardon, et puis différentes auditions. Et ensuite, on a proposé aussi de réaliser une synthèse et une mise en perspective des mesures de prévention qui étaient préconisées dans ces rapports. Et donc, ce que vous voyez en face, c'est la structure finalement de ce rapport où vous voyez bien, au-delà du contexte qu'on a remis, on avait fait un état des lieux du statut et de l'organisation des sapeurs-pompiers. On avait également un paragraphe concernant la population des sapeurs-pompiers, les activités des sapeurs-pompiers, la santé des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, un état des lieux des différents rapports et données épidémiologiques qui existaient, des données extraites de la base de données du RNV3P, et encore j'y reviendrai à nouveau, un état des lieux des expositions, des voies d'exposition, des populations concernées, des différents contaminants, agents chimiques, physiques, biologiques, facteurs organisationnels, facteurs physiques et contraintes psychosociales. Les effets sanitaires aussi des différentes expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, à la fois sur le risque chimique, et depuis 2019 est intervenue une mise à jour de la monographie du Cercle sur les expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, qui a mis en évidence un lien avéré entre entre les expositions des sapeurs-pompiers et la survenue de mésothéliome ou de cancer de la vessie. On était aussi allé sur la question des effets des agents biologiques, des facteurs physiques, enfin bref, tous les effets possibles qu'on avait réussi à identifier au travers de l'état des lieux de la bibliographie qui était existante à l'époque sur cette question. Et bien évidemment, dans une seconde partie, un recueil des recommandations identifiées dans différents rapports institutionnels, et donc le fameux rapport Pourny, mais aussi le recueil des recommandations de prévention ont été identifiées au cours de cette étude avec donc les différentes modalités dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les auditions et le recueil de recommandations issues de rapports institutionnels, notamment à l'étranger, pour pouvoir être en mesure de proposer un certain nombre de recommandations nous-mêmes et puis de constats et de perspectives. Euh, je voulais simplement aussi vous projeter cette diapo qui montre aussi, et c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question à Monsieur Lecoeur, c'est-à-dire que le réseau national de vigilance de prévention des pathologies professionnelles s'appuie sur les différents, comment dire, euh, euh, remontées, si vous voulez, de,
de consultations médicales en fait, ou qui sont adressées dans ces centres de consultation de pathologie professionnelle et environnementale par des médecins généralistes, par des oncologues, pour aider donc les patients à estimer les chances, notamment, il n'y a pas que ça, hein, mais d'être reconnus en maladie professionnelle et donc qui les aide à reconstituer notamment leur parcours professionnel pour apporter des éléments de preuve quand ils demandent une reconnaissance en maladie professionnelle, que ce soit devant des commissions de réforme ou devant des comités de reconnaissance, des comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles. Et donc, vous voyez, il y a assez peu de cas au regard du nombre de cas aujourd'hui qui sont répertoriés dans cette base de données, mais on en a un certain nombre et finalement, avec une répartition, comme vous le voyez ici, avec notamment des risques psychosociaux, des tumeurs malignes, notamment des bronches et du cancer du poumon, des plaques pleurales, d'autres affections hein, comme des asthmes ou des affections pulmonaires, et puis bien entendu d'autres types de pathologies. Donc ça, c'est tout à fait aussi intéressant de voir aujourd'hui pour ce qui concerne essentiellement les cas qui ont été vus dans ces centres de consultation de pathologie professionnelle, la répartition des liens. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des pathologies qui ont été reconnues, hein, mais des pathologies pour lesquelles il y a un lien avec le travail qui a été déterminé dans le cadre de ces consultations de pathologie professionnelle. La synthèse de l'étude, encore une fois, hein, elle est beaucoup plus complète que ça, mais globalement, effectivement, les sapeurs-pompiers, c'est une profession à risque multiple. Ils sont exposés, ils sont polyexposés, ça c'est indéniable, à des risques chimiques et des fumées d'incendie qui sont des mélanges complexes, vraiment extrêmement complexes, des risques biologiques, des pénibilités physiques, des contraintes organisationnelles, notamment des horaires décalés, du travail de nuit, des réveils brutaux, des contraintes psychosociales et notamment aussi des violences qui nous ont été remontées, notamment à l'occasion d'auditions. Tout cela conduit à un certain nombre, en tout cas une sinistralité hein, des accidents et des pathologies. Et ce qu'on avait préconisé à l'époque, hein, c'était notamment de mieux prendre en compte surtout le risque chimique en particulier, c'est celui qui est le moins connu, mais qui est quand même très présent, notamment au regard des interventions pour les incendies, et puis surtout de renforcer, c'était ça aussi une des conclusions majeures de notre part, puisqu'il y a un certain nombre de données médicales qui sont remontées assez régulièrement au sein des services médicaux des SDIS, de se coordonner pour essayer de renforcer le suivi épidémiologique et la traçabilité des expositions. Et on avait aussi préconisé d'adapter les organisations de travail. Le deuxième travail dont je voudrais vous parler aujourd'hui fait suite à une saisine des pouvoirs publics en 2023, notamment en préparation des JO, mais qui aussi fait suite à un travail qu'on avait rendu en 2012 et qui, d'une certaine manière, est une mise à jour de ces travaux. Depuis 2012, on sait bien qu'il y a une augmentation des surfaces brûlées, du nombre de feux et de contribution des incendies de végétation à la pollution de l'air. On a des feux de plus grande ampleur maintenant, en France ou dans le monde. Je fais référence aux incendies de la forêt des Landes de Gascogne en juillet 2022. Et puis, ce qui nous a été demandé, c'est d'actualiser les connaissances pour faire un appui à la gestion des épisodes de pollution de l'air ambiant dans le contexte actuel, hein, justement, de changement climatique et d'augmentation des feux, notamment de grande ampleur. Et puis, c'était aussi dans la perspective des grands événements sportifs, notamment les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Là, je vous présente finalement la structure du rapport qui est disponible sur notre site internet, comme l'est de toute façon celui que je vous ai présenté tout à l'heure et comme l'est également celui de 2012, mais qui est aujourd'hui mis à jour par ce nouveau rapport qui date de 2024. Ce que je voulais simplement préciser dans un premier temps, c'est que le terme de feu de grande ampleur, il est apparu hein, avec tous ces événements de changement climatique dans la littérature américaine, notamment depuis 2013. Et en France, on considère, ça c'est une instruction de la DGS-CGC de 2021, que les feux de plus de 10 000 hectares qui imposent la défense de nombreux plans sensibles pourraient être considérés à l'échelle du pays comme un méga feu. Ce sont des feux qui atteignent des dimensions et des effets qui peuvent dépasser le cadre habituel d'action de secours. Et puis en cas de propagation non contrôlée, des feux qui peuvent atteindre des structures de bâtiments et d'habitation ou des établissements recevant du public, des industries ou d'autres infrastructures qui vont être considérées comme critiques. Et donc voilà, le terme de feu de grande ampleur ou de méga feu peut être assimilé. Ce que je voulais vous présenter là aussi, c'est une tendance à la hausse nette de la surface brûlée et du nombre de feux depuis 2016. Hein, c'est très net.
en termes de nombre de feux et surtout de surface brûlée. Et puis des cartes qui vous présentent aussi aujourd'hui le nombre annuel de jours avec des risques élevés d'incendie, avec une référence à 1990 et puis des projections pour 2050. Et on voit bien qu'à l'horizon 2050, ça c'est un rapport du Sénat de 2022 qui le dit, on a dans la région méditerranéenne française une augmentation potentielle de 80% de surface brûlée. Donc clairement, c'est une problématique, l'exposition aux feux de végétation en France, qui va être de plus en plus prégnante en France. Ce qu'on peut retrouver dans ce rapport, ce sont notamment, alors en termes de méthodologie, quand même, je voulais aussi vous rappeler que globalement, voilà, on a fait comme pour l'autre rapport, hein, une actualisation, enfin un état des lieux des consignes en France et à l'international des cas d'incendie de végétation de grande ampleur. Donc pour la santé des populations, et y compris les sapeurs-pompiers, hein, c'est-à-dire la population générale, mais aussi les sapeurs-pompiers. Et puis, il nous était demandé de dresser une liste socle des substances et des méthodes de mesurage pour surveiller notamment les panaches de fumée qui sont issus des feux de végétation. Ce qu'on va retrouver, donc, c'est un regroupement des consignes qui sont basées sur ce qu'on a identifié comme consignes en France, sur la base de documentation et de rapports institutionnels français notamment, et puis un peu de revue de la littérature, avec aussi une identification des consignes qui peuvent être similaires à la fois en France et à l'international. Et puis, on a mis en évidence également dans ce rapport les consignes à l'international, que ce soit en Australie, au Canada, aux USA, qui peuvent être non similaires à celles qu'on va retrouver en France, hein, pour voir mettre un peu l'ensemble de ces consignes en perspective. Ça se divise à chaque fois en trois parties, c'est-à-dire une phase préparation aux incendies, en intérieur, extérieur, au domicile, les actions individuelles, ça c'est plutôt pour la partie population générale, une partie protection, réduction du risque pendant les incendies, puis une partie retour au domicile. Je ne sais pas si... Non, ça ne marche pas. Ah voilà. Donc les consignes pour la population générale, un extrait illustratif de ce que vous pourrez retrouver dans le rapport, hein, c'est un tableau qui se présente de cette façon-là, avec les consignes qu'on met dans ce tableau, euh, les sources bibliographiques, des éventuels compléments apportés par les sources à l'international, et puis les sources à l'international sur lesquelles on s'est basé. Même chose pour les consignes pour les sapeurs-pompiers, avec un regroupement des consignes en France, avec aussi un aperçu sur les équipements de protection individuelle, et puis une partie sur la prévention des risques sanitaires. À nouveau, avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention. À nouveau, les consignes à l'international, USA, Canada, Australie, avec toujours ce focus sur les équipements de protection individuelle et les mesures d'atténuation qui sont recommandées pour réduire les expositions. Là, vous avez un extrait illustratif d'un certain nombre de recommandations qu'on fait dans le rapport, en tout cas d'un état des lieux plutôt des consignes qui sont indiquées dans les différents rapports qui ont été exploités, les différentes bibliographies et rapports institutionnels, qui sont sourcés à chaque fois. Donc là, je vous laisse en prendre connaissance rapidement, mais c'est vraiment à titre illustratif. L'idée, c'est vraiment d'aller vous saisir de ces rapports comme des outils de tous les jours pour pouvoir vous référer aux pratiques. Et c'est vraiment un état des lieux extrêmement, je dirais presque exhaustif, hein, des consignes qui sont données dans différents pays, notamment en France, mais aussi à l'international, et qui peuvent encore une fois être tout à fait intéressants d'avoir en tête, et donc d'avoir ces outils de référence dans vos pratiques, notamment de prévention au jour le jour. À nouveau, et puis on s'est aussi penché justement sur les substances qui peuvent être présentes dans les fumées de végétation. Et là encore, on a un tableau extrêmement important du nombre important de substances qu'on va pouvoir retrouver, de familles de substances, avec les familles, des exemples de substances, des zones d'exposition potentielle, c'est-à-dire en champ proche de l'incendie ou à distance de l'incendie, des modes de toxicité, des commentaires éventuels qui apportent des éléments d'information tout à fait utiles, et puis les références toujours sur lesquelles on s'est appuyé. Donc vous voyez là, j'ai mis les trois tableaux que vous pourrez retrouver de toute façon dans notre rapport. C'est marrant ça, mais j'avais l'impression d'avoir quand même quelque chose encore à dire. Oui, et je vous ai parlé tout à l'heure aussi, notamment d'une partie qu'on va pouvoir retrouver dans ce rapport, que je n'ai pas illustré, mais qui est tout à fait aussi intéressante.
c'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire un état des lieux des mesurages pour la surveillance des fumées, c'est-à-dire un état des lieux des différentes approches et outils méthodologiques pour effectuer ces mesurages et cette surveillance des fumées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé les différents outils, les différentes approches qu'on peut distinguer selon deux catégories. La première, c'est une surveillance prévision atmosphérique, c'est-à-dire sur la base de modélisation et de mesure de qualité de l'air ambiant et d'observation satellitaire. Et puis une autre catégorie qui répertorie, fait un état des lieux des dispositifs de surveillance terrestre et aérien des espaces naturels qui existent, notamment qui s'appuient sur des vigies, des caméras, des patrouilles terrestres ou des moyens d'aérosurveillance, voire des drones. Et puis à la fin, et comme dans chacun de nos rapports finalement, on a toujours une partie de perspective d'amélioration des connaissances, et notamment en fait des recommandations de recherche pour améliorer les connaissances sur des points d'attention ou des points un petit peu aveugles sur des connaissances en particulier, que ce soit des connaissances sur les effets sur la santé, voire même des mesures de prévention ou par exemple sur la question des EPI. Voilà, je voulais. Donc, c'était un petit peu au pas de course, je suis désolé, mais globalement, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, la structure de ces rapports et surtout vous dire de pouvoir vous y référer. Tous nos rapports sont rendus publics sur le site de l'agence. Ils sont disponibles à disposition de tout le monde. Et encore une fois, je pense que ce sont des très très bons outils qui peuvent vous servir au jour le jour dans votre pratique quotidienne, puisque encore une fois, ça fait un état des lieux relativement complet de l'ensemble des connaissances qu'on a sur ce sujet, à la fois des expositions, des effets sur la santé, mais également des moyens de protection et de prévention pour ces différents risques identifiés. Je vous remercie à nouveau pour votre invitation et votre écoute et je me tiens à votre disposition.